Manchester City remporte la première manche, bien sûr, des quarts de finale de C1 face à Chelsea. Lyon s'impose en Bavière. Ça passe pour le Real aux dépens d'Arsenal. Quelques enseignements de la Ligue européenne des champions de football, version féminine. Mais avant, nous évoquons la Ligue des nations de l'UEFA avec la France soumise par la Croatie, le Portugal battu, l'Allemagne renversant. Tu peux avoir tout l'argent du monde et plus, mais la classe, ça ne s'achète pas. Le gros tacle d'Adrien Rabiot sur Nasser Helaifi, le milieu tricolore de l'Olympique de Marseille, s'indigne contre les insultes à son encontre dans le classique Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Les auditeurs vont également participer à ce débat. PFE numéro 928, la mise en onde de l'affaire, bien sûr, d'Olivier Koudjo, vidéo et l'homme à devant. Je suis Latifi Rouma. On va saluer les spécialistes déjà en studio. L'émir de PFE, bien là. Franck Louniama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Non aux insultes, c'est ça? Oui. On a écrit non sur... voilà. Ouais, non aux insultes. Non aux insultes. Voilà. Ah oui, ça fait du bien à Adrien Rabiot. Hein. Vraiment. Parce que ce qu'il a vécu, c'était pas bien. C'est des énergumènes qui ne comprennent rien du football, qui viennent faire des choses comme ça. Et c'est à proscrire. On va en parler également en studio. Nayo Elem, bonjour. Bonjour Latif, salut le plateau et salut à tous ceux qui nous reçoivent. Aujourd'hui c'est vendredi, mais on va faire économie, on va réussir. On a déjà parlé avec France. On va soutenir les Bleus de France battus hier. Voilà. Alors, Roméo Mileko, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Je vois que tranquillement et paisiblement, et l'homme commence pas à s'installer à la droite du père. Je vois. Oui, il savait que j'allais... La place tant convoitée. Hein. Tant convoitée, mais aujourd'hui, il se plaît à occuper cette place comme si de rien n'était. De toute façon, je ne suis pas gêné, je suis tranquille. Tu viens en paix. Voilà, je viens en paix et le moment viendra où je vais récupérer mon truc. On verra tout cela. Bon, je rappelle que vous avez le brassard. Le brassard de capitaine, éternel, comme Cristiano Ronaldo. Capitaine général, capitaine provisoire si vous voulez. On a bien compris. Dela, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs. Tout va bien? Tout va très bien. Ça va bien rimer. Hein. Bonjour très, Latif, très bonjour la team. Oui, bonjour Latif, bonjour la team. Voilà, c'est un poète. Hein. Nous avons marqué... Attention, les poètes au pays actuellement. Arrête quand même. Alors Olivier, le premier arrêt, on parle de quoi? On va évoquer la Ligue des champions de football. Les dames aussi jouent au ballon en Europe et c'est ce qui a été. Il y a déjà cet avant Real Arsenal Franck Louniama. Real Arsenal quart de finale chez les hommes, Real Arsenal quart de finale chez les dames, Franck. Oui, avec cet avantage pour les Madrilènes qui ont su faire le travail sur la manche aller, 2-0 à l'arrivée, si je me trompe. Donc, je pense qu'elles ont l'avantage, elles veulent faire comme les messieurs. Donc, sauf catastrophe, ça va passer pour le Real au niveau des dames. Mais ce n'est que la manche aller, Roméo. Oui, ce n'est que la manche aller. Quand vous suivez ce match-là la dernière fois, c'était quand même sous une grande pluie et le terrain n'était pas aussi praticable, mais Caroline Muyer et ses camarades Caicedo ont fait le boulot. Je pense quand même que c'est une équipe du Real qui, franchement, pour être honnête, n'est pas tellement solide, mais face à des équipes aussi qui montrent quelques lacunes, oui, elles s'en sortent. Sandra Tonali, la française qui était là en patronne la dernière fois en milieu de terrain, oui, c'est quand même séduisant, comme Franck l'a dit. Je pense que ça va quand même passer face à Arsenal. Et maintenant, c'est contre les gros morceaux que le Real a du mal à s'en sortir. Les hommes suivent de près ce match-là aussi, Delano?
c'est-à-dire Arsenal et puis le Real, le Real de Tchouaméni. Peut-être que sur cette rencontre-là particulièrement, il y avait des joueurs qui n'ont pas suivi, mais généralement, ils suivent, ils supportent, ils encouragent également ces dames-là. Après tout, on parle d'une section féminine d'une institution. Le président, c'est toujours Florentino Pérez. On sait que le Real, la section féminine, n'a même pas encore 5 ans ou bien serait en train de tourner entre 3 à 5 ans. C'est une équipe, quand on veut parler d'expérience, c'est encore jeune. Mais sur cette rencontre-là, on sait que l'objectif d'un match, c'est de marquer un but de plus que son adversaire. Et sur cette manche, elles ont marqué 2 pour remporter la phase aller. Maintenant, tout va se jouer sur la manche retour. On sait qu'Arsenal, en matière de football féminin, ce n'est pas non plus le très très haut niveau, mais elles peuvent renverser la vapeur peut-être au match retour, mais la psychologie, c'est déjà en avance sur pour le Real, pour le Real Madrid. Ça fait quand même 3 clubs anglais à ce stade de la compétition. Il y a Arsenal et puis il y a eu Manchester City, 100% anglais entre City et Chelsea. Avantage pour les Sky Blues. Oui, avantage pour les Sky Blues. Bon, Arsenal déjà qui avait lui gagné cette compétition entre-temps, mais bon, Chelsea également, il essaie d'être présent dans cette compétition. Voilà, dans chaque édition. Et c'était un peu la surprise parce qu'elles avaient quand même les filles de Chelsea l'avantage devant les Citizens, mais à l'arrivée, ce sont les Citizens avec 2-0 score sérieux pour eux qui l'ont emporté. Donc pour cette manche aller, maintenant la manche retour, c'est un derby qui se joue sur le plan européen. La manche retour, on espère que ça va le faire vraiment pour cette formation de City, peut-être confirmer leur qualification. Après pour Arsenal, c'est un peu décevant, plus Roméo vient de le dire, le Real Madrid session féminine, c'est pas aussi là qu'on peut espérer. Ils essaient d'exister. On a vu les claques que le Barça leur inflige à chaque fois. Donc ils essaient de copier le Barça. De copier le Barça, sauf que Arsenal pouvait faire mieux parce qu'ils avaient l'avantage en termes d'expérience, en termes de forme et tout ça à leur avantage, mais à l'arrivée, elles n'ont pas su faire le job. Et donc voilà, victoire pour les Madrilènes. Et en tout cas, on espère que 2-0, ça peut se renverser en Ligue des Champions. Et donc, voilà, on espère que ça va le faire pour Arsenal. Oui, Roméo. Peut-être si vous permettez 30 secondes sur ce match entre Chelsea et Manchester City, je pense quand même que Chelsea, cette saison, veut faire les choses un peu en grand. Elles sont parties chercher Sonia Bonpastor, qui a quand même fait un très bon travail avec l'Olympique de Lyon. Elles sont parties chercher Lucie Bronze du Barça. Il y a Caroline Kier, l'Australienne, qui gère cette attaque-là depuis un certain moment. La dernière fois, je pense qu'elle était blessée, elle est sortie sur blessure. Mais non, c'est une équipe de Chelsea, très très belle équipe joueuse, sauf que derrière, oui, ça n'a pas suffi. Voilà, ça ne suit pas. Est-ce que vous êtes en train de prédire une manche retour compliquée pour City, c'est cela? Non, pas compliquée pour City, mais au moins Chelsea, je pense que dans les années à venir, on peut parler de cette équipe-là autrement. Sur voilà. le futur. Voilà. Même sur cette rencontre, quand on veut parler d'expérience, Chelsea devait battre Manchester City. Oui. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. On sait très bien ce que Chelsea représente au plan national quand on veut parler du football féminin. Mais sur cette rencontre, comme le disent les Ivoiriens, elles ont zaillé. Et à l'arrivée, ça fait 2-0. Ouais. D'accord. Il y a eu aussi un match, logiquement, on va dire, Franck, Lyon qui allait battre le Bayern de Munich. C'est un score logique? Bon, au départ, c'était pas logique parce que les Bavaroises sont très fortes, surtout quand elles sont à domicile. Je pense que sur 19 matchs, elles n'ont pas perdu plus de 2 fois ou bien plus d'une fois. Donc, c'était une équipe redoutée, mais Joe Montemuro et puis ses filles sont allées surprendre, même si les Bavaroises ont mis la main sur le jeu ont dominé, mais avec une certaine Clara Bull qui a dérangé. Qui a vraiment dérangé, mais à l'arrivée, Chawinga et puis Chawinga a marqué, du Mornay qui ont marqué un peu contre le cours du jeu, mais elles ont accepté
subir et derrière surprendre cette équipe. C'est ce qu'on disait. Elles se sont loupées même sur un pénal. Oui. Voilà, Après, il va falloir que le Bayern aussi arrête de nous tromper parce que ça fait des années que le Bayern et l'homme Nayo avec ses équipes-là. Et à chaque fois, avec Lina, tout ce qu'on a eu, Boule et tout ça, vous venez de le dire, ça ne marche jamais. Et donc, à un moment donné, il va falloir... Oui, on sait qu'en Allemagne, c'est Wolfsburg, la patronne et tout ça, mais vraiment, à un moment donné, il va falloir que le Bayern essaie également de confirmer ce qu'ils essaient de faire depuis un certain moment sur le continent, puisque là, ça devient... Oui, parce que quand on voit justement l'Allemagne, l'équipe féminine de l'Allemagne, c'est bien fort. Oui, elles ont été championnes du monde à tous les étages, quand on prend les seniors, quand on prend les juniors. Donc, c'est un football qui joue d'abord. Donc, c'est un football développé, mais la dernière fois, elles se sont un peu embrouillées, les Bavaroises. Donc voilà, quand on parle du Bayern, quand même, ce n'est pas au niveau du foot féminin, c'est plutôt Francfort qui a gagné la compétition à 4 reprises. Donc voilà, et Lyon, quand même, c'est 8 fois. Vainqueur de la compétition. Donc, c'est 8 ou 9 8 à un moment donné, lorsque vous regardez, on pourrait se dire, même par rapport à la performance ou bien à la forme actuelle des Bavaroises, ça révèle une certaine logique quant à l'expérience. Donc, Lyon qui était finaliste la saison dernière, battu par le Barça. Et puis il y a eu un petit événement, c'est que Jenny Le Sommer a joué son 100e match en Ligue des Champions. Oui, c'est une dame qui est... petit à petit rentre dans l'histoire du football féminin, même en France. Je crois qu'elle est la plus capée et celle qui a le plus le plus gros nombre de buts marqués. Je crois elle dispute le titre de plus capé avec Wendy Renard. Elle est désormais à plus de 200 matchs en sélection. Oui, je crois. Oui, mais en sélection et en Ligue des Champions, voilà, Wendy Renard. Oui. Elle est bien loin. Wendy quand même. Après, faut la laisser à pas faire le classement entre les autres. Non, mais pour parler de Jenny Le Sommer, je pense quand même qu'à un moment, elle a traversé une petite période de dur où elle n'était pas en odeur de sainteté avec Caroline Diacre. Voilà, donc après, c'est une dame qui a toujours prouvé, qui a toujours montré qu'elle a de la valeur, qu'elle a de l'étoffe, qu'elle a encore des qualités. Et on sait tout ce qu'elle a fait avec l'Olympique de Lyon dans cette campagne de Ligue des Champions. Il y a de ces images là qui me reviennent. Franchement, c'est une dame avec Amel Madri également aussi qui était dans cette même situation. Mais non, ce n'est pas quand même... C'est pas bizarre de voir qu'elle rentre dans l'histoire, quoi. C'est franchement, elle le mérite. Et puis, je pense que si le football doit véritablement récompenser des gens, je pense que elle fait partie. Elle est désormais la troisième, en tout cas, la troisième joueuse la plus capée. Après Alex Pop, l'allemande, et puis Wendy Renard. Alex Pop, ça fait 103 matchs. Wendy Renard, ça fait 123 matchs en Ligue des Champions. Oui, ça montre un peu la longévité aussi de la joueuse. Et après tout, il faut voir l'équipe dans laquelle elle était. C'est parce que c'était avec l'Olympique lyonnais qui raflait tout sur son passage. Il n'y avait même pas photo. Rappelez-vous la dernière fois quand Lyon avait joué la première finale face au Barça, où on a vu une équipe lyonnaise qui a été vraiment, vraiment joueuse avec celle-là qui a... oui, c'est le seul but de la... Je me rappelle, c'était une frappe de loin de... ça va revenir. Ça va venir. Et surtout, la dame là qui avait reçu premièrement le ballon d'or, j'oublie la Norvégienne, Ada Hegerberg. Elle est toujours là. Elle est toujours là avec l'Olympique lyonnais. Mais on a senti véritablement une équipe lyonnaise qui était au sommet de son art à l'époque. Et surtout avec Wendy Renard, l'équipe de France, elle est toujours là. Oui. En club également, elle est toujours là. C'est la capitaine de l'équipe de France. C'est la capitaine de l'équipe de France, mais c'est la longévité, cette capacité-là à tenir devant ses adversaires. C'est ça qui est toujours impressionnant, mais aussi sa taille, ça impressionne vraiment. Et Wendy, peut-être que pour le moment, elle ne sera pas rattrapée, mais avec des saisons, je crois que ce soit Alexander Popp avec Wolfsburg ou encore Eugénie Le Sommer,
elles peuvent aller titiller Wendy. Pourquoi pas, à savoir si Wendy va continuer pas à jouer aussi. Mais parce que c'est athlétiquement, Wendy est encore... Athlétiquement, elle est là, mais ce en sont âge... des joueuses qui affirment leur longévité. On va parler même de la brésilienne Marta, qui elle aujourd'hui n'est plus très en vue. Oui, elle est pratiquement en train de... Sur la sortie, donc Wendy Renard, Marta, Eugénie Le Sommer, Alexandra Popp, l'allemande. Donc c'est l'américaine Rapinoe. Elle a pris sa retraite. Elle a pris sa retraite, mais c'est des joueurs qui ont quand même, des joueuses, j'allais dire, qui ont quand même laissé des traces. Donc c'est des exemples, c'est des références. Donc moi j'apprécie quand même la longévité de Wendy Renard qui continue de jouer, de porter l'Olympique Lyonnais. Elle a été fidèle, elle est restée fidèle à ce club-là. Je pense que c'est bien. Et voilà. Et il faut souligner on a aussi Mafi Wediko qui confirme sa longévité. Oui, Mafi Wediko avec les épées du Togo. Non, mais Latif, si vous permettez, faut quand même reconnaître que le football féminin, il y a eu a traversé beaucoup de périodes avant de commencer par devenir professionnel. Et ces filles dont on parle actuellement, qui continuent toujours pas regarder pas jouer, malgré le fait que le championnat ou les compétitions ne soient pas professionnelles. Jusqu'à la saison dernière, le championnat français était toujours amateur. Mais ça dit qu'elle tenait toujours... Bon, c'était pas un bon salaire en tant que tel, c'était pas des infrastructures comme c'est le cas chez les garçons, mais elles ont cette hygiène de vie là pour pouvoir entretenir leur corps et garder toujours le rythme, garder la forme. C'est à saluer, c'est à louer. Je pense que même des garçons peuvent s'inspirer de l'exemple de ces filles là. La locomotive en France, c'est bien sûr Lyon et son ancien président Jean-Michel Aulas qui aspire les meilleures joueuses du Paris Saint-Germain, Kadidia Diani, Chawinga qui ont quitté, qui sont arrivés. Et puis on va parler de ce dernier match. Wolfsburg n'a pas pu exister devant la machine, en tout cas Blaugrana. Ça fait 1 pour Wolfsburg, ça fait 4 pour les champions d'Europe en titre. On savait que la logique devrait être respectée. Le Barça est quand même le tenant du titre à ce niveau. Vous vous souvenez, elles avaient battu les Lyonnaises sur la dernière finale. Donc le Barça a été un peu en retard dans l'émergence du football féminin là-bas. Lorsque vous regardez un peu les performances, c'est 3 titres pour le Barça contre 8 pour l'Olympique Lyonnais. Donc le déséquilibre est là. Mais aujourd'hui, c'est l'équipe qui est la plus en vue, qui est, on va dire, plus de performance et qui a des joueuses assez intéressantes qui font leur place au plus haut niveau. Oui, après Wolfsburg, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Même la maison, même Wolfsburg, même au niveau des garçons, ça ne marche plus. La marque, forcément, a des problèmes aujourd'hui. Et donc, ça fait que même la session, les deux confondus ne marchent plus. Donc, les filles, plutôt, sont à féliciter parce que elles, quand même, à chaque compétition, elles ne se font pas ridiculiser, elles vont loin quand même dans les compétitions. C'est un peu comme Lyon en France. Comme les hommes sont en difficulté, les filles, il va falloir que Marseille aussi fasse le coup. Et donc, voilà, félicitations. Après, le Barça s'est élevé. Aitana Bonmati, Paralero, Paredes, tout ce qu'on a dans cette formation. Et donc, Pouteas également, qui est toujours... Donc, c'est le haut niveau et ce n'est que logique ce score. Voilà ce qu'on dira justement de cette Ligue européenne des champions de football version féminine. Nous restons bien sûr avec le foot européen puisque c'est de ça qu'il s'agit. On va parler maintenant de la Ligue des Nations avec des quarts de finale aller avec des fortunes diverses, chers spécialistes. Il y a des résultats qui vous surprennent. Danemark-Portugal. Oui. Franck, on l'a dit que c'était le match un tout petit peu déséquilibré par rapport au vécu du Portugal, premier vainqueur de la compétition. Mais les Danois les ont surpris avec ce but de Højlund. Et ça reste un peu ce résultat. À la 78e minute. Voilà, et quelle célébration d'ailleurs. Voilà, donc... ça a été comment? Il a célébré comment? À la Cristiano Ronaldo. Et puis c'est vraiment surprenant. Et même sur les autres rencontres, ce résultat de la Belgique est également surprenant. Battu par l'Ukraine. Ils ont mené 3 buts à 1. C'est au niveau de la Ligue B. Ils ont mené, mais après, ils ont pris 3.
ce qui ne facilite pas les choses voilà, pour les premières, j'allais dire, ou bien pour la première de Garcia à la tête des Diables Rouges. Quand on prend la composition du Portugal, on a le vertige, on a Diego Costa, Nuno Mendes, Ruben Diaz, Vitinha, João Neves, on a Fernandez, on a Leao, on a Christian. C'est-à-dire ça fait... tout le monde est bien là, mais ils n'ont pas réussi à marquer un seul but. Oui, c'est paradoxal. C'est bizarre, c'est incroyable. Hier, il fallait avoir au moins... il faut encore ajouter un autre mot. Hier, il faut placer les yeux partout pour suivre tout ce qui se passe. Mais particulièrement, je me suis concentré sur ce match du Portugal pour juste voir comment va se comporter cette équipe-là avec autant de talent sur le terrain. Mais c'était pauvre. C'était vraiment pauvre parce que c'est le Danemark qui donnait le tempo, qui dictait voilà, le tempo et tout ça. C'est les attaquants du Danemark qui étaient bien présents. Il y avait eu même un penalty raté. Bon, arrêté par Diego Costa. Je veux dire qu'il ressort quand même le mérite du gardien. C'est Eriksen qui a raté. C'est Diego Costa qui a arrêté. Certes. Même c'était vraiment surprenant de voir cette équipe du Portugal se comporter de la sorte. Je pense quand même aussi que le voyage ne leur a pas fait du bien. C'est peut-être ça qui est un peu déséquilibré. Ils ont voyagé en bus, en métro. Non, peut-être jouer sur un terrain comme ça où voilà, le public n'était pas acquis à votre cause. La petite anecdote aussi, c'est qu'il était interdit de porter le maillot du Portugal dans le public, sauf si c'est un maillot de Cristiano Ronaldo. Donc, c'était quoi la raison? Ben voilà, il n'y avait aucune raison par rapport à ça. C'était bon, tout simplement interdit de porter le maillot du Portugal ou bien de se vertir. Sauf si c'est un maillot de Cristiano Ronaldo. Donc c'était un peu ça. Imaginez le public qui n'était pas aussi présent ou peut-être qui n'avait pas montré véritablement que c'était portugais, on vous soutient. Ils ont peut-être manqué de ça aussi. Mais moi, dans le jeu, c'est ce qui m'a inquiété. Le Portugal n'était pas présent. Le Portugal n'a pas du tout existé. Le milieu, comme composé au Paris Saint-Germain, pareil sur ce match-là. Et puis, bon, que ça ne tienne pas le ballon, moi, ça me surprend un tout petit peu. Et peut-être pour terminer, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, on doit commencer par se poser des questions. Il n'est plus éternel. De 40 ans, on peut il a fait quoi? Non, je pense quand même que sur des matchs comme ça, où il n'est pas présent, où il ne propose rien, déjà même un petit parallèle avec Kylian Mbappé, quand on sentait qu'il n'était pas présent devant le but, au moins dans le jeu, il était là. Il combinait, il décrochait, il venait jouer au ballon, il venait faire des appels, des contre-appels pour pouvoir libérer des espaces aux autres. Mais là, Cristiano Ronaldo, hier, c'était. Mais c'est pas la même chose, c'est quand même un joueur de 40 ans. Hein. C'était 10 pour 1, oui, mais à un moment, avec 40 ans, si vous n'avez plus la jeunesse pour pouvoir courir, au moins ayez la tête de l'expérience pour pouvoir quand même proposer des choses qui vont avantager les autres. Oui, hier, c'était rien, quoi. Le Portugal. Il est ironique. Il est tellement ironique que franchement. Non, mais le Portugal, sur cette rencontre, on s'attendait à ce que le Portugal fasse le jeu. Parce qu'après tout, on parle des joueurs qui évoluent dans de très grands clubs. C'est vrai que l'équipe danoise aussi regorge quand même de certaines qualités. Les Sensen. Hein. Oui, les Sensen. Oui, mais je me permets tout de suite de te dire quand même que le Danemark a joué hier avec 2 jeunes convoqués pour la première fois en sélection. Oui. 2 jeunes titulaires dans ce match-là. Ces 2 jeunes-là aussi avaient en face le Portugal. Des joueurs expérimentés, eux qui connaissent déjà la sélection. Mais ces jeunes-là avaient aussi envie de se montrer. Et ça aussi, ça donne beaucoup plus d'envie. Ça déséquilibre un peu les choses. Vous avez Cristiano Ronaldo qui n'a plus rien à prouver. Il n'a peut-être pas envie de courir avant de mettre le ballon au fond des filets. Mais sur cette rencontre, il faut dire tout simplement que le Portugal sait s'aborder. Ils ont mal préparé cette manche aller. Peut-être qu'ils ont pris de haut un peu. Oui, le Danemark. Le Danemark. Et ça s'est ressenti tout de suite dans le jeu. Le milieu de terrain qui joue déjà en club, vous remettez ce duo-là qui n'a pas pu véritablement placer un pied devant l'autre. Vitinha et puis Neves, on ne les a pas vraiment sentis. Et Roméo voudrait que Cristiano revienne les aider. Cristiano, on ne va plus lui demander de venir jouer avec alors là, il n'a plus sa place sur le terrain. Non, on connaît très bien la qualité de Cristiano Ronaldo. Il faut lui donner le ballon. Il faut lui
lui donner le ballon. Ce n'est pas lui de venir le chercher. Hein. Le mettre dans de bonnes dispositions pour frapper au but. Hier, combien de frappes Cristiano a fait dans cette rencontre? Pratiquement pas. Pas de tir cadré. Il n'y a même pas de tir cadré. Et dans des conditions comme ça, si vous avez une défense qui est également basse, qui est regroupée, qui ne vous donne pas assez d'espace, c'est difficile de pouvoir marquer. C'est ce qui s'est passé. C'est une défense de Vestergaard. Oui, mais sur cette rencontre, ils ont répondu. Quand on veut prendre le garde de Manchester City, de Ruben Diaz. Quand on parle de Ruben Diaz et puis Vestergaard, il n'y a pas photo. Mais la rencontre montre tout simplement que Vestergaard a été meilleur que Ruben Diaz. Raison pour laquelle ils ont gagné. Oui. Malheureusement pour Romeo Milikov. Oui, mais pour blaguer un peu, peut-être. C'est une analyse. Ils ont changé d'équipementier. Après, apparemment, c'est une analyse de frustré. Non, ils s'attendaient à ce que le Portugal joue, que le Portugal gagne, mais malheureusement, ils n'ont ni joué, ils n'ont pas gagné. Donc, après, Romeo d'ailleurs a été trop généreux avec le Portugal. On ne peut pas excuser le Portugal aujourd'hui parce qu'ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur sans public. Non, ce sont tous des joueurs expérimentés. Ça fait combien de temps que le Portugal déçoit, que ça soit à domicile ou à l'extérieur? Combien de compétitions, à part ce taureau qu'ils ont gagné de façon miraculeuse, lors des compétitions. Ils ont gagné la Ligue des Nations. La toute première équipe. La Ligue des Nations, ok. Ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné pour la première. C'est eux qui ont remporté la première édition. Après, avec un Gonzalo Guedes à l'époque. Voilà. L'Euro passé, par exemple, dans le jeu, ce qu'on a eu comme contenu avec le Portugal, ça a été décevant. Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Oui, le problème Cristiano également, c'est juste bel et bien. Mais avant d'arriver en attaque, est-ce que la construction de derrière, le milieu de terrain, qu'est-ce qu'ils font? Sur les côtés, Raphaël Leão, est-ce que c'est vraiment un joueur ce type? La question doit se la poser parce que lui, il reste toujours ce Vinicius du début, courir, faire du n'importe quoi et à l'arrivée, rien avec la balle. Donc aujourd'hui, moi je pense le contenu même, ils ont les notes, mais comment former une belle mélodie avec ces notes aujourd'hui, c'est le problème avec le Portugal. Et malheureusement, franchement, moi, je ne pense pas que c'est Roberto Martinez qui peut le faire parce que c'est un coach, on a vu du côté de la Belgique. Ce n'est pas le gars qui est aussi très offensif dans ce qu'il propose dans ses organisations. Il joue toujours à la sécurité un peu. Et quand vous avez ces joueurs que vous avez aujourd'hui, la solution n'est pas de jouer à la sécurité. Et donc voilà, aujourd'hui, je pense que le Portugal, ils ont les joueurs, mais ils doivent vraiment penser, régler beaucoup de choses. Ce n'est qu'une manche allée. Manche allée, il ne faut pas dénier aussi la qualité de cette équipe danoise. C'est des Vikings, c'est une équipe très solide. Moi, depuis des années, j'ai souvent peur de cette équipe parce qu'elle a été repêchée en 92, souvenez-vous. Elle a gagné l'Euro face à la plus belle équipe, j'allais dire, de l'Allemagne. 2-0 à l'époque. Donc, c'est une équipe redoutable. Lorsqu'elle se réveille bien, vous ne pouvez rien. Je pense que c'est ce qui est arrivé à cette équipe du Portugal avec une défense bien organisée, des joueurs muselés. Et à un moment donné, Cristiano Ronaldo en avait marre. Donc, lorsque vous jouez face aux Vikings, attendez-vous toujours à un combat physique et puis à un football direct. Et ils l'ont fait. Voilà. Et ça fait 1-0. Le Portugal devra tout renverser. Ce sera à Lisbonne. Dimanche. Il y a une équipe aussi qui veut vite oublier la manche. Allez, c'est bien sûr la France. Bien battue. 2-0. Oui. Ne leur parlez plus de ça. La presse française même a parlé d'extinction. Ils ont été éteints. Tout simplement. Complètement éteints. Ils ont été mis dans un faux rythme où déjà dans les 10-15 premières minutes, ils pensaient qu'ils avaient le match en main parce qu'ils déroulaient, parce que ça jouait bien. Et après, c'est une équipe croate qu'on a vue sur un jeu direct tellement propre. Ça se joue qu'à 3 personnes entre Modric, Perisic et soit Kramaric ou Ante Boudimi devant. Ça ne se joue qu'à ces types-là. Et les autres étaient juste là pour soit casser les offensives françaises et tout ça. Et hier, moi quand j'écoute un peu quelques analyses françaises, je me dis, mais quand même, les gars, vous n'êtes pas honnêtes, c'est envers vous. Quand vous dites que oui, la France avait maîtrisé ce jeu. Ils l'ont dit en deuxième mi-temps. La France a joué en deuxième mi-temps. Quelle maîtrise hier? Qu'est-ce que vous avez vu comme maîtrise hier? Pour camoufler leur impuissance. Justement, franchement, je ne sais pas à quel poste a joué hier Ousmane Dembélé.
Honnêtement, je ne sais pas. On va poser la question à Deschamps. Il était électron libre. Il était électron libre. Voilà. Kolo Muani aussi était électron libre. Lui, il était sur le côté droit. Ça, c'était électron transparent. Ça, c'était le comment on dit, c'était le schéma de départ. C'était le schéma. Non, c'était le schéma que Deschamps a envoyé à l'UEFA. À l'UEFA, d'accord. Mais sur le schéma, dans l'animation, on a vu que c'était un 4-4-2 bien plat avec Kolo Muani et Mbappé devant et Dembélé sur le côté droit. Ouais. C'était ça. Est-ce qu'il était bien plat? Le 4-4-2, il n'y avait pas clairement les deux. Oui, c'était dans l'animation Oui. quand on a vu que. C'est pour ça que je me dis à quel poste a joué Dembélé hier. Franchement, à un moment, vous le voyez prendre l'axe. Quand vous voyez un peu la toute première action du match, Dembélé était descendu jusqu'à la défense pour toucher son premier ballon. Là, je me dis, ok, peut-être qu'il est dans une position de 10 pour pouvoir bien alimenter Dembélé, Mbappé et Kolo Muani. Mais après, c'est Kolo Muani que je vois dans ce rôle-là. Après, Kylian, lui, il était un peu bien casé sur son côté gauche. Et en deuxième période, on le voit, c'est lui qui devient un peu l'animateur jusqu'à ce que Olysée n'entre. Franchement, je me dis, Deschamps s'est un peu laissé emporter par ce que ces garçons-là vivent en club, leur repositionnement, et il n'a pas su trouver la bonne formule pour pouvoir les faire bien jouer hier. Mais après, moi, cette équipe de France, défensivement, on peut louer la qualité de Saliba, on peut louer la solidité de Konaté, on peut louer la rapidité de... En club, Hier, il n'y a rien eu de ça. Hier, il n'y a rien. On peut encore tirer. Tu parles de rapidité d'Upamecano? Oui, je parle de rapidité d'Upamecano. Oui, c'est lui qui a stabilisé quand même la défense. C'est votre défenseur. C'est votre ancien président, je ne sais pas qui il est, Oliver Kahn, qui a loué sa rapidité. Et je reprends ce mot. D'accord, oui, Delanov. France, plutôt Croatie, France. Lorsqu'on prend l'équipe de France, Maignan, même avec 2 buts pris, fait partie quand même des il a arrêté un penalty. Meilleurs. Il a 6. Parce que personne de l'équipe de France a eu 7 dans ce match-là. Il a eu 6 sur 10. Parfois, c'est difficile de lire un peu ce que cette équipe a envie de faire. On a des joueurs, mais ça ne propose absolument rien. Et je me demande à quelle époque on a encore vu une équipe de France dérouler le jeu face à un adversaire, que ce soit... Est-ce qu'avec Deschamps, ça joue? Avec Deschamps, ça ne joue pas, malheureusement. Pourtant, vous avez des manières de ballon, vous avez des joueurs qui sont capables de pouvoir distiller de bonnes balles. Même Ousmane Dembélé, c'est le positionnement qui ne l'a pas vraiment aidé. Vous avez une trouvaille avec lui aujourd'hui. Il est placé en tant qu'attaquant de fixation. En équipe nationale, il ne pourra pas être placé là-bas parce que vous avez des joueurs comme Kylian Mbappé puis Randal Kolo Muani à qui cette place-là est dévolue. Mais faites jouer le monsieur dans un registre où il se sentira vraiment à l'aise. Et selon vous, c'était où? Pour moi, c'est de pouvoir le mettre sur son côté. Tranquillement. Est-ce qu'il a encore ses aptitudes? En club, il ne joue plus comme ça. Non, mais il n'a pas perdu ses qualités. Il est toujours capable de pouvoir dribbler les adversaires, les éliminer, de pouvoir adresser des passes décisives. Même hier, en deuxième mi-temps, on a vu le premier centre qui est venu pour la tête de Randall ou bien de Kylian, c'était Ousmane Dembélé, après avoir fait la différence sur le côté droit. Ousmane Dembélé ne lui demandait pas de jouer au football à la baba, c'est-à-dire à lui de pouvoir créer toutes les occasions pour vous. Lui, il sait courir. Mettez quelqu'un qui sera le créateur au milieu de terrain. Malheureusement, avec Didier Deschamps, on n'a jamais eu ce profil de joueur-là. C'était Antoine Griezmann qui occupait qui faisait ce rôle-là entre-temps. Mais aujourd'hui, on voit aussi avec tout ce qui s'est passé à l'Euro, lui aussi, il a préféré se retirer de l'équipe nationale. On a un joueur comme Désiré Doué qui est appelé, on ne l'a pas fait jouer, mais c'est proche. Est-ce qu'il est doué pour jouer ce rôle-là? Dans le cœur. Là, moi, je dis non. Moi, je dis non. Vous vous rappelez, on veut coller cette étiquette-là, si entre-temps, à Olysée. Après, on s'est rendu compte que le garçon n'est pas fait pour ça, pour ce rôle. Il y a des joueurs spécifiques pour jouer à des postes comme les 10, ou soit comme... Les Zidane, ils sont rares. Les Griezmann, ils sont rares. Oui. Vous pouvez les avoir une fois sur 30 ans, sur 40 ans. Aujourd'hui, l'équipe de France n'a pas ce type de joueur. Il y en a, le profil là, il n'y en a pas. Donc, on doit oublier Griezmann. Vous oubliez Griezmann, vous faites avec ce que vous avez. Vous avez des milieux casseurs, des milieux récupérateurs, rien que ça.
Et ce profil, aujourd'hui, vous ne convoquez pas des joueurs qui peuvent peut-être jouer le rôle de Griezmann. Eh bien, au moins garder la solidité de milieu. D'accord. On va pas faire un débat. Qu'est-ce qui faisait la force de cette équipe de France? C'est d'avoir 2 ou bien 3 joueurs très solides au milieu de terrain. Et dans ces 3 joueurs-là, vous avez un qui a un profil technique exceptionnel. C'était Paul Pogba. Entre Pogba, Matuidi et puis N'Golo Kanté, on avait 2 baroudeurs. Quelqu'un qui casse. Quelqu'un qui casse. Quelqu'un qui sert. Et l'autre qui sert. Mais dans ce trio que nous avons eu hier, c'est vrai. Rabiot pouvait être cette touche technique-là, mais malheureusement, il a encore, son positionnement était il est encore frustré des insultes. Son positionnement était trop bas. Malheureusement, la France a payé tout simplement sa politique, sa philosophie de jeu, comme on connaît très bien cette équipe-là. On a vu une équipe croate qui a été exceptionnelle avec un pied soyeux de Perisic, l'ancien du Bayern. Après la France, à un moment donné, Deschamps fait trop le têtu. À un moment donné, il va falloir que... Arrête quand même. Hier, il a fait quoi? Non, mais aujourd'hui... Il n'a pas fait jouer qui? Oui, on parlait des joueurs créatifs à l'instant. Aujourd'hui, en Ligue 1, ils sont très rares, mais vous en avez quand même. Après, il nous parle de joueurs qui jouent la Ligue des Champions. Vous voulez qu'il amène Cherki peut-être? Cherki, aujourd'hui, dans ce profil, il peut le faire. Akliouche vient de faire une campagne de Ligue des Champions, même si Monaco n'a pas été exceptionnel, lui particulièrement. Et il ramène Kamavinga. Et tu ramènes des joueurs, tu mets un milieu avec 3 joueurs de même profil que des casseurs, que des mécaniciens. Bon, mais à un moment donné, il va falloir... Ce qu'ils savent même faire, ils ne l'ont pas fait bien hier, parce que la France de Deschamps, au moins, ils savent défendre. Mais hier, il n'y avait même pas de coordination dans leur défense. C'était pas organisé. La défense était à la rue. Et devant également, ce n'était vraiment pas ça. À un moment donné, en deuxième période, on voyait que, ça se jouait qu'entre Kylian et Dembélé. Parce qu'autour, les autres n'y étaient vraiment pas. Donc, à un moment donné, il va falloir que Deschamps arrive également à révolutionner son jeu. Parce que là, OK, ça gagne, mais après tout... Il n'a gagné qu'une seule Coupe du Monde et une des Nations. Je ne suis pas sûr qu'il va revoir son jeu. Il est né comme ça. C'est comme ça il jouait quand il était, on va dire, au niveau de Marseille, de la Juventus. Il n'a jamais révolutionné son jeu. Voilà pourquoi à un moment donné, Oué avait dit si le football n'était pas un jeu collectif, Didier Deschamps ne gagnerait rien. Absolument, avec son dedans. Moi, quelque part, le jeu fourni par la France hier, face à la Croatie, ne m'a pas surpris. Parce que ça fait des années, depuis 2020, je pense, si les comptes, ou bien ils n'ont plus réussi à battre la Croatie, ou bien depuis 2022, je ne sais plus. Donc, c'est un peu à l'image de cette équipe qui se cherche depuis plusieurs mois. Regardez, avant qu'ils ne se qualifient pour ces quarts de finale, ils ont dû faire un match assez... fort du côté de l'Italie pour pouvoir se qualifier. Donc, Deschamps a des joueurs de qualité, mais ne sait pas les exploiter. C'est le seul problème qu'il a. Au niveau donc de la presse, des notes ont été données, je le disais, Mike Maignan a 6 sur 10. Koundé, 3, Konaté 2, Upamecano qui est entré en jeu a eu 6 sur 10, voilà. Saliba 4, Tchouaméni 3, Rabiot 3, Guendouzi 3, Kolo Muani 3, Dembélé 3, Kylian Mbappé a eu 4 sur 10. C'est à l'image de cette forme. Aujourd'hui, si vous avez une sélection et que la meilleure note, c'est Upamecano, mais ça veut dire que c'est Maignan aussi a eu 6. 2 joueurs défensifs, en fait. C'est eux qui ont les meilleures notes. Ça veut dire que c'est ce problème. Et c'est Konaté qui a eu la plus faible note. 2, voilà, 2 sur 10. Ce qui est bizarre, c'est que vous avez des joueurs en club qui jouent très bien, mais quand ils viennent en équipe nationale, c'est un problème. C'est comme le jour et la nuit. Oui, mais c'est l'organisation. Dembélé, par exemple, qui nage au Paris Saint-Germain, quand il décroche, c'est beaucoup de mouvements autour de lui. La France aura l'occasion de renverser tout. Ce sera dimanche au Stade de France. Il y a eu aussi un succès renversant. Franck Nouniaman, l'Allemagne menée à la pause, est revenue grâce justement à des entrants. Et puis Goretzka qui ont permis à l'Allemagne de gagner. Depuis le début de cette compétition, ils n'ont pas encore perdu. La Nationalmannschaft, hier, menée très tôt, dès la 9e minute. Il va falloir réagir, puisque selon l'entraîneur, il a envie de mettre en place une équipe conquérante qui va gagner la Coupe du Monde 2026. Et je suis sûr qu'il a un peu oublié que sur les 2 dernières éditions,
la Nationalmannschaft a été renvoyée à la maison dès le premier tour. Donc, sur une telle rencontre, il était important pour eux de s'affirmer, de s'exprimer. Ils l'ont bien fait en revenant dans le match et puis en dominant la Squadra Azzurra. Donc, oui, c'était l'essentiel pour eux, gagner et se remettre en confiance sur la suite de la compétition. C'est important de souligner que les Kimmich a fait un grand match. C'est lui qui est le passeur, les centres. Voilà, c'est un tout petit peu ce qu'on reprochait à la France aujourd'hui. Quelqu'un qui peut prendre le jeu à son compte. Et voilà, c'est ce que Joshua Kimmich a fait hier, 2 passes décisives. C'est un capitaine exemplaire, très propre. Voilà, des joueurs qui inspirent vraiment la confiance sur le terrain. Et je pense quand même que hier, cette équipe d'Allemagne était dans une autre dimension. Vous voyez, juste quand ils prennent le but, derrière, l'Italie a passé une sale première période. Ça va à 100 000 à l'heure, très vite, très rapide. Hier, j'ai trouvé Leroy Sané vraiment en jambes, dynamique. Je me dis, c'est ce joueur-là que le Bayern veut jeter. Non, mais bon, arrête. Non, c'était juste pour te piquer, s'il te plaît. Mais non, faut quand même, Latif, faut chuter. C'est important de chuter. Dire que l'Allemagne s'est très bien comportée quand même hier. Moi, le tout petit bémol, c'est un peu la forme de Jamal Musiala aussi. Qui hier, c'est un tout petit peu trompé dans ses derniers choix, un tout petit peu brouillon. Je pense quand même qu'il traverse une petite période de crise. Il va quand même se relever, je crois bien. L'Allemagne prend donc une option avant. Le match retour, ce sera à Dortmund. Voilà, ce sera dimanche. Et puis, ce nul-là, la Roja qui prend un nul in extremis, l'égalisation dans le temps additionnel de la Nova. Face aux Pays-Bas, on a vu une équipe espagnole qui a commencé, bien entamé cette rencontre-là avec l'ouverture du score de Nico Williams. Après, une perte de ballon aussi de la défense hollandaise. Mais après, on a vu une équipe... tu dis Rato. D'accord. Il a pris rouge même. Elle a d'ailleurs même pris un rouge. J'ai cru entendre Rato. Non, on a vu une équipe hollandaise aussi qui est revenue dans la rencontre avec ce duo-là. Frankie de Jong et puis Tijani Reinders. Ce duo a été vraiment exceptionnel. Techniquement, c'est très fort. Et devant... Il faut parler aussi de cette bonne prestation-là de Frimpong, qui a été exceptionnel aussi dans son couloir. Pour moi, c'était lui le meilleur joueur. Et à l'arrivée, c'était un score de 2 buts partout, parce qu'on a vu le Gunner qui a encore égalisé comme Merino qui a encore égalisé pour, à son habitude. C'est bien pour cette équipe espagnole-là, au moins de ne pas perdre. Des regrets donc pour les Pays-Bas, parce que quand on voit normalement le film de la rencontre, au fil il méritait quand même de ce match, par rapport à tout ce qu'on a vu, il méritait quand même de gagner. Mais en face, il y avait une équipe qui ne renonçait pas, l'Espagne. C'est leur qualité. Ils ont confiance en leur jeu. Ils savent que oui, s'ils mettent en place leur tradition de jeu, ils finiront pareil. C'est ce qui s'est passé. Ils ont poussé la défense hollandaise à la faute. Et puis derrière, l'égalisation. Donc, c'est un peu logique par rapport à ce qu'on a suivi ces dernières années aussi. Oui. Donc, personne n'arrive à faire la différence. Maintenant, la balle de match, c'est sur le prochain match. Sur le prochain match où, voilà, on verra qui va. Le match de Yamal en 30 secondes. Lamine. En demi-temps. Yamal, bon, il n'a pas été aussi exceptionnel. On a vu plutôt Williams qui est sur le côté qui a été bon. Yamal comme Musiala du côté de l'Allemagne n'a pas été impactant. Mais après, Pedri également. L'équipe offensivement hier, c'était pas vraiment lucide. C'était à un moment donné, ils étaient pressés d'égaliser, confrontés vitesse et précipitation. Ils ont beaucoup poussé. Et donc voilà, De La Fuente également, on voit qu'il ne veut pas toucher à son groupe de l'Euro. Il n'a pas fait rentrer de nouvelles têtes. Et voilà, pourtant, il y en a qui pourraient être dans ce groupe. Mais on voit qu'il n'a pas voulu faire. Voilà ce qu'on dira bien sûr de ces quarts de finale là. Allez, je rappelle les résultats de partout entre les Pays-Bas bien sûr et l'Espagne. Le Danemark qui épingle le Portugal 1-0. 2-0 pour la Croatie aux dépens de la France. Et puis l'Italie qui s'incline à domicile 1-2.
face à l'Allemagne. Avant d'aller aux auditeurs, nous allons parler de cette affaire Rabiot. Faut-il parler d'affaire Rabiot, affaire PSG? Les deux, surtout affaire Rabiot, parce que c'est lui qui a été insulté avec des banderoles inadmissibles. Je pense que les supporters du Paris Saint-Germain n'ont jamais accepté de voir Rabiot chez l'ennemi. Un joueur formé, voilà. Qu'ils ont formé chez l'ennemi marseillais. Donc, ils traînent ça depuis, mais la dernière fois, c'était inacceptable avec des insultes qu'on ne peut accepter. Donc, je pense que ces gens qui font ça n'ont pas leur place dans le sport. Parce qu'on peut choisir de jouer là où on veut. C'est le jeu, c'est le football, c'est la carrière d'un joueur. Donc, on ne peut pas l'empêcher. Donc, l'insulter et la personne, le joueur, rentrer dans sa famille. Je pense que c'est inacceptable. Et j'ai aimé la réaction du président de la fédération Diallo qui a dit voilà, qu'il va porter plainte. Même la mère de Rabiot. La mère Véronique dit qu'elle va porter plainte. Tous les coéquipiers de Rabiot en équipe de France l'ont soutenu. Est-ce que le Paris Saint-Germain a exagéré, les supporters? Oui, ils ont exagéré, ils ont même dépassé les limites. Et moi, je place le problème là à 3 niveaux. Franchement, bon, en tant que joueur, Rabiot lui-même, il ne doit pas s'attendre à ce qu'on lui jette des fleurs roses quand il arrive au Parc des Princes. Quand on voit les conditions dans lesquelles il est parti, tu reviens avec le maillot de l'adversaire ennemi. Non, mais ce n'est pas une raison. Avec le brassard. Non. C'est pas une raison. Non, ce que je veux dire, avec d'ailleurs même le brassard de capitaine. Il n'a pas demandé à porter le brassard. Oui, peut-être que Marseille savait ce qu'il faisait aussi. Je ne suis pas en train de défendre les supporters. Mais je me dis quand même que Rabiot lui-même, dans sa petite tête, en arrivant, doit s'attendre peut-être à des sifflets, voilà, à des sifflets, à des huées, tout ça. Mais là, avec ce qu'on a vu, sans prendre même jusqu'à la famille un papa décédé, à une maman avec des mots très forts, très durs, là, ils ont exagéré. Et je me pose la question, ces banderoles qui entrent sur le terrain, ça peut être en Afrique que je peux comprendre, qu'il n'y a pas eu de fouille, qu'il n'y a pas eu de contrôle. Paris dit qu'il n'a jamais autorisé ces banderoles. Oui, c'est rentré. Et c'est passé par où? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui passent par le sous-sol. C'est comme il y a des frontières poreuses. Hein. Peut-être il y a les entrées poreuses. Si jusqu'en France, là où même une fourmi noire dans la nuit dans l'obscurité, pierre noire, on peut le voir, on peut la voir pour aller la chercher, et qu'au Parc des Princes, c'est des banderoles comme ça qui doivent entrer qu'on ne sache pas. Rabiot s'est attaqué aussi au président de l'Olympique de Marseille. Il dit qu'il n'a pas de classe. Non, du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain. Vous avez dit le président de Marseille. Non, c'est pas Longoria. C'est Halafi. Il s'est attaqué au président de l'ennemi. Paris Saint-Germain. Ça c'est clair. L'argent ne fait pas tout. On sait que l'argent a un pouvoir, mais l'argent n'achète pas forcément les valeurs. Et sur ce qu'on a vu le week-end dernier avec toutes ces affiches-là, avec les banderoles, pour insulter Rabiot, sa famille et même un papa décédé et tout ce qui s'en est suivi, malheureusement, cette équipe ou bien ces supporters-là n'ont pas vraiment montré de la valeur humaine surtout. Après tout, j'ai quand même suivi le président de cette équipe qui était là, qui est en train de défendre ses partenaires et tout. Moi, quelque part, je me dis, la Ligue professionnelle de football française doit sévir. Si la Ligue ne sévit pas, malheureusement... Elle doit sanctionner qui? Elle doit sanctionner ces supporters-là. Et je veux dire... Le club. En fait, le club, oui. Et puis ça va rejaillir sur les supporters. Sur les supporters. Parce que si la Ligue ne le fait pas, on côtoie un peu ce qu'il s'est fait. Ouais. D'accord. Et malheureusement, ce n'est pas bien pour le football français. Et vous voyez quelles sanctions, par exemple, pour de telles attitudes? Nayo, on va aller rapidement. Peut-être les bannis du stade. Après, aujourd'hui, cette histoire illustre parfaitement ce qu'on soupçonne aujourd'hui. Le fait que Nasser est le patron aujourd'hui de ce football, même le président de la Ligue ne tient pas. Moi, ce qui m'a écœuré un peu, c'est qu'on minimise cette affaire. Ouais. Mais si Zidane a fait cette action en 2006, c'est parce qu'on s'est attaqué à sa famille. Rabiot pourrait avoir une réaction
peut-être exagéré et les médias vont en fait... Mais après ce match, bizarrement, moi j'ai vu les médias qui ont parlé froidement. Il a fallu que la maman de Rabiot sorte au lendemain pour s'indigner du traitement et qu'on voit les médias faire des sujets sur l'histoire. On a minimisé ça alors que si Rabiot fait un petit truc maintenant en France, on voit les réactions spontanées tout de suite et tout ça. Mais sincèrement, cette histoire, le traitement, surtout du côté des médias, moi, ça m'a un peu déçu. On a vu que bon, c'est rien. Si c'est Benassi à qui dit un habit quelque chose, on juge un regard menaçant, on le sanctionne. Si c'est un coach qui fonce sur un habit qui ne le touche même pas, qui fonce sur un arbitre, on le sanctionne. On va lui donner 7 mois. Mais là, on s'attaque à quelqu'un émotionnellement. On traite sa maman de salope, de pute, excusez les termes, et on s'attaque à son père. C'est trop grave. Voilà, moi je préfère que tu m'attaques physiquement qu'émotionnellement. On a vu Evra péter sur le terrain, tout ça. Donc c'était très grave ce qu'on a fait, mais malheureusement, on a c'est arrivé également à Bradley Barcola. Rappelez-vous, quand il a quitté Lyon, il est allé au Gerland avec le Paris Saint-Germain. Il a eu des sales insultes. C'est comme ça. De la part des Lyonnais. De la part des Lyonnais. Ben Arfa a vécu la même chose. C'est des choses à décourager. Il faut sévir. Il faut vraiment sévir, je pèse bien le mot sévir. La Ligue professionnelle a du pain. A du pain sur la planche parce qu'il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Il ne devait pas avoir deux poids, deux mesures. Parce qu'on le disait, on a sanctionné l'entraîneur lyonnais sur 7 mois. On a sanctionné Benassia. On a sanctionné des gens. Donc il faut bannir les gens. Il faut dire quand même que Lyon compte faire appel au niveau du conseil, du comité national olympique français. On reviendra sur ce sujet-là. On va aller aux auditeurs, oui. Bon, la France, un petit peu, s'il faut le dire, c'est sale. Parce qu'en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne, on ne voit pas ces gens. Le joueur vient, on le siffle. D'accord, mais il n'y a pas de sanctions. 92 0331 97 20 86 26. Vous pouvez participer au débat. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est depuis Agbalpedo. Agbalpedo. Koro, comment vous allez? Ça va. D'accord, nous vous écoutons. Vous ne voyez pas que depuis un moment, quand il s'agit d'élimination directe, en équipe nationale, Cristiano, ce n'est plus ça. C'est une question ou bien c'est une analyse? Non, c'est une analyse que je donne. D'accord. Quand il s'agit de match de poule, là, quand tu as face à Andorre comme ça, il peut filer au moins 3 à 4 à 5 buts. Mais bon, maintenant, revenu le cas de Rabiot. D'accord. Moi, je me pose la question, c'est à quel moment ils ont mis le banderon et la direction de Paris n'est pas capable d'enlever ce banderon et puis ils ont laissé traîner jusqu'à ce point-là. Parce que nous sommes en Europe, nous ne sommes pas en Afrique, on peut faire africain bon. Ça suppose que la direction du PSG est bien complice, c'est cela? Merci là-bas. D'accord. Merci à vous, Broukandjo Faustin, notre ami Koro. 92 0331 97 24 26 26. Allô? Allô, bonjour. C'est monsieur? Angelito. Angelito. Nous vous écoutons, Angelito. Je salue le plateau. Merci. Oui, je suis d'accord avec le rapport de... vous avez oublié? J'ai oublié le nom même déjà. Pardon? Le notable là, ou bien ok, et bon, l'histoire de Rabiot là, vraiment, je dis même que le staff de la direction de Paris Saint-Germain, c'est eux-mêmes qui ont entraîné cette histoire-là. Si un joueur vous a fait, et je dis, il est dans une autre équipe, il y a un joueur contre vous, il y a des instincts jusqu'à l'envers de ses parents, mais c'est le football français qu'on peut tolérer ça. D'accord. En Espagne, là, mais des sanctions, même l'équipe même serait sanctionnée. D'accord. Ça, on ne peut pas tolérer dans le football. C'est comme s'il y a encore du racisme ou bien de un peu partout. Merci à vous, Angelito. Nous vous avons compris. Vous n'êtes pas d'accord par rapport au comportement des supporters parisiens. Allô? 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 L'auditeur... Allô? Bonjour, plateau. Oui, bonjour, c'est monsieur? Ramos. Ramos, nous vous écoutons, Ramos. Je crois que vous portez bien. Ça va. Merci. Ok. Concernant les supporters parisiens, ils aiment seulement la victoire. Mais tous les supporters aiment des victoires, hein? Mais pour eux, là, c'est autre chose. On les reconnaît. Ils sont comme les Togolais. Les Togolais aiment seulement les victoires.
Donc, courage. Merci à vous. Bon week-end à tout le monde. Merci à vous, Ramos Datiegou. On va faire le tour de table. Il y a un dernier, on le prend. Allô? Allô? C'est monsieur? Adef, le Barcelonais. Le Barcelonais. On vous écoute, le Barcelonais. C'est pour vous saluer seulement et pour vous dire, après 2 ou 3 saisons, ça va faire encore plus mal. D'accord. Donc, ce n'est pas cette année que vous ferez mal. Hein? C'est dans 3 saisons. Cette année, on vient de commencer quelque chose. D'accord. On vient de semer les graines. Vous allez finir 2e, demi-finaliste, et puis l'année prochaine, vous allez gagner, c'est ça? Oui. Mais si ça vient, on prend. D'accord. Merci à vous, mon très cher ami barcelonais. Merci à Elom Devon. Bon week-end à tous. Merci, Franck. Oui, excellent week-end. Roméo. Merci à toutes et à tous et bon week-end. Delanov. Vendredi, c'est le jour béni. Voilà, oui, Merci, c'est le jour le plus heureux de la semaine. Merci à Elom Adovon, monsieur vidéo. Merci à Olivier Koudjo à la mise en onde. Je suis Latif Yoroma. Plateau Foot Europe numéro 928. C'est bien terminé. Bye bye.